plus tarder, je vais demander à nos panélistes de venir. Donc, nous avons Dr Kader, qui est directeur des opérations à Lima. Merci, docteur. Nous avons aussi Mamadou, que vous connaissez déjà, représentant régional Action contre la faim. Nous avons aussi Rosette, qui est Urban Manager et doctorante à Servida. Et puis aussi Yves, qui est directeur exécutif de l'association Tintoa. Donc, merci de prendre place. Tous. Hein? Ok, je me mets ici, c'est parfait. C'est très bien. Donc, de quoi on va discuter pendant cette session? On va un peu creuser. Ok, où est-ce qu'on en est en ce qui concerne les rôles de chacun dans l'espace humanitaire et dans les réponses aux crises? Est-ce que les mandats et les rôles de chaque genre d'organisation sont clairs? Qu'est-ce que cela apporte à notre accès aux populations dans le besoin? Donc, on va vraiment creuser un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair en ce qui concerne nos rôles et nos mandats différents, et quel est le résultat pour l'atteinte de nos objectifs et pour atteindre les populations dans le besoin. Donc, moi, je vais être vraiment stricte avec le temps parce que je voudrais vraiment avoir un mot de chaque panéliste et puis le temps d'en discuter un peu et puis entendre de vous. Donc, je vous donnerai vraiment 3 minutes chacun. Ouais, ok. Peut-être 4, mais vraiment 3 et demi pour faire vos premiers mots et premières réflexions à ce sujet. On va peut-être passer la parole en première à Yves pour entendre de ton perspective, de la perspective de Tintoa, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui marche et où sont les blocages. Donc, à toi. Merci beaucoup. Je vais aller directement. Je vous salue tous. Et comme je n'ai que 3 minutes, donc j'accélère en même temps. Oui, merci pour cette opportunité qui nous est donnée de partager un peu notre expérience sur cette question de localisation. La localisation, beaucoup l'ont dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi la localisation, comment on la comprend et sous quel angle le regarder. Je pense que mon voisin de derrière tout à l'heure me disait, et je pense que c'est la bonne définition de la localisation, c'est au lieu de partir du haut vers le bas, c'est vraiment de partir du bas vers le haut. Et le bas vers le haut, d'abord, c'est les communautés. Et après les communautés, c'est les acteurs qui sont déjà proches à la communauté qui travaillent avec les communautés. Mais pour la plupart du cas, ces acteurs-là ne sont pas des acteurs humanitaires, mais des acteurs de développement. Et la majorité des ONG nationales ou associations de développement qui existent sont des acteurs de développement qui travaillent justement avec les communautés. Du fait de la situation humanitaire et du besoin de donner le service au dernier kilomètre et de l'impossibilité de la personne qui a la capacité, qui a le service à donner au dernier kilomètre, l'acteur local devient la solution. Mais cette solution ne doit pas être utilisée comme un prestataire de service, comme un acteur de bout de chaîne, mais cette solution doit être intégrée. Et justement, c'est de là que nous parlons de la localisation. Et l'intégration de cette solution dans le cadre de la localisation, ça parle déjà de partenariat. Lorsque l'acteur, qui peut être une ONG internationale, qui peut être le système des Nations Unies, vient pour travailler avec une communauté, elle vient pour assister la communauté, elle vient pour accompagner la communauté, mais elle ne définit pas des choses pour venir dire à la communauté « Ah, moi je veux vous faire ça, moi je veux vous faire ça ». Donc c'est déjà là le rôle de la localisation. Et pouvoir justement, dans ce cadre de partenariat, réfléchir avec les acteurs dès le début de la conception et tout le processus avant de la mise en œuvre. Là, nous approchons la localisation et c'est là que nous parlons de partenariat. Ce n'est plus un contrat de prestation, c'est pas truc, mais c'est vraiment un partenariat. Là où les communautés, les organisations locales, les organisations internationales, le système des Nations Unies, ensemble, essaient de voir comment cette aide, cette assistance-là peut servir et peut accompagner les communautés. Après le partenariat, justement, qui permet de mettre en place tout ce mécanisme de la localisation, il y a les questions de négociation de l'accès.
Dans certains pays, on ne peut pas parler avec toutes les parties au conflit, surtout pour les acteurs nationaux. C'est perçu comme la haute trahison, c'est perçu comme la collaboration avec l'ennemi, donc c'est difficile. Et souvent, pour avoir accès, il faut négocier. On a un avantage pour la majorité des organisations nationales, ils ont un accès de fait, parce qu'ils étaient déjà sur le terrain avec les communautés avant l'arrivée des groupes. Mais le problème, cet accès de fait n'est pas définitif. Cet accès de fait peut être contesté. Donc, comment on travaille, comment on met en place un mécanisme de plaidoyer pour, selon le DIH, le droit international humanitaire, pour que nos États arrivent à intégrer le fait qu'il faut parler avec tous les acteurs au conflit et que parler avec les acteurs au conflit, ça ne veut pas dire donner des informations militaires, ça ne veut pas dire qu'on est apatride, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa patrie, mais c'est vraiment pour que l'aide puisse accéder au dernier kilomètre. Je pense que discuter de ce plaidoyer là aussi avec nos États peut faciliter la réponse de l'accès. Il y a la question aussi du mandat. La plupart des acteurs humanitaires internationaux, système des Nations Unies, ils ont déjà un mandat déterminé. Mais au niveau des organisations nationales, au niveau de la communauté, ils n'ont pas vraiment un mandat clairement défini en termes d'humanitaire, mais ils ont un mandat de fait qui est la solidarité. Ils sont solidaires entre eux, ils vivent ensemble. Donc ce mandat-là aussi les amène justement à s'entraider lorsqu'il y a une crise. C'est pour ça, la première réponse de la crise, elle est d'abord communautaire. Et dans cette localisation, je pense, tout ce que nous parlons, on doit renforcer tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est approche communautaire, on doit responsabiliser les communautés, et c'est de ce cas. On apprécie le leadership du CHL justement sur ces questions de leadership des acteurs humanitaires, et je pense que tous les acteurs, notamment les communautés en premier lieu, doivent prendre leur place dans ce leadership humanitaire-là, et ensuite toute la chaîne. Je vous remercie. J'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup Yves, vraiment dans les temps. Donc tu as super bien fait. Bravo déjà, ouais. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir vers toi pour avoir plus de détails sur les exemples venant de ton organisation. Mais merci déjà d'avoir un peu cadré quelques questions sur les mandats. À toi, Rosette. Bonjour à tous. Par contre, moi, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir dans les 3 minutes. Oui, parce que j'ai tellement beaucoup de choses à dire et puis c'est beaucoup plus des cas pratiques. C'est vrai que Yves a déjà souligné la question de mandat et les organisations nationales, elles ont un mandat de développement. Mais moi, dans mes réflexions, je me tourne beaucoup plus sur les réponses humanitaires au niveau des camps de réfugiés, où justement le mandat des organisations onusiennes, elles sont clairement définies. Lorsqu'il y a une intervention, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il doit faire. Voilà. Mais lorsque la phase d'urgence se termine, comment la localisation peut déjà être implémentée? Parce que si elle n'est pas implémentée à la base, il se trouve dans 5-10 ans, et comme les crises ne font que perdurer, on a des camps en situation prolongée. Et là, il se pose une question d'autonomisation, de résilience des réfugiés et tout. Et pour emprunter la parole à Safiatou, quand elle parlait de la localisation du développement, si on n'insère pas cette question de développement dans la réponse humanitaire, on se trouve avec des camps qui maintiennent les réfugiés dans des situations de précarité ou de vulnérabilité selon l'angle sur lequel on est en train d'analyser. Alors, pour mon cas, si je dois prendre l'exemple des camps de Minawa ou à l'extrême nord Cameroun, ou bien l'ex-camp des réfugiés à Bografort à Lomé, on se rend compte qu'au niveau même de la phase de stabilisation, on n'a pas des ONG nationales qui interviennent déjà, justement à cause de cette question de mandat, mais aussi à cause de cette géolocalisation de la crise et même de la localisation du camp en lui-même. Donc, est-ce que les organisations internationales qui viennent intervenir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer un partenariat ou bien de représentation avec des ONG nationales? Est-ce que c'est un problème de compétence au niveau des ONG nationales ou bien c'est un problème qu'elles-mêmes, elles veulent venir sur le terrain et elles veulent être visibles? Donc, il y a déjà cette question-là. Mais pour pouvoir un peu voiler la face, on se rend compte que ces ONG internationales, elles recrutent beaucoup de nationaux, elles recrutent beaucoup de locaux. Donc, est-ce qu'à leur niveau, la localisation, c'est ce recrutement en masse des nationaux pour pouvoir mener l'équilibre en disant, bon, on a pris quand même des nationaux qui sont nos staffs. Et lorsqu'on analyse ces ressources humaines-là, on se rend compte que ce sont des agents de terrain, mais pas au niveau stratégique, au niveau de la prise de décision. Donc, il se pose véritablement cette question. Donc,
Et ensuite, comme acteur, on parlait tout à l'heure de l'intervention, l'acteur étatique ou du gouvernement. On se rend aussi compte que, certes, ils sont souvent présents, mais c'est pour des décisions assez majeures. Ils restent pour des questions administratives, peut-être pour présenter dans les formalités de progrès, les attestations des réfugiés, mais dans la pratique, quel est leur leadership pour pouvoir dire, bon, c'est quand il a déjà fait 8 ans, il a déjà fait 10 ans comme à Minawao, qu'est-ce qu'on peut faire? À Lomé, après 10 ans, il a fallu que Gbagbo revienne sur le territoire ivoirien et puis on est ancré avec la cessation du statut de réfugié. Et puis c'est directement à ce moment qu'on a senti l'intervention de l'État pour mettre fin au statut. Mais actuellement encore, il y a des ex-réfugiés qui sont sur le terrain et finalement le statut les a supprimés. Et en prenant le dernier acteur, la communauté, pourquoi parler de bénéficiaires alors que après 5 ans, 10 ans d'existence, ce sont des personnes, ce sont des individus qui ont besoin de se reconstruire. Donc, c'est vrai que dans l'organisation et dans la gestion du camp, il y a des groupements de réfugiés et tout qui va avec, mais on se rend compte que les besoins qui sont exprimés au fil du temps ne sont pas toujours ce qui est réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce problème de financement. Le ICR ou les organisations, ils définissent une stratégie de réponse en fonction du financement qui est disponible. Et là, dans la prise de décision, là, on ne va plus regarder si le réfugié a dit qu'il veut du maïs par rapport au sorgho ou bien du riz par rapport au plantain. On va directement sur, OK, on a un financement de tel montant, qu'est-ce qui est prioritaire selon l'agenda du bailleur ou selon notre propre agenda? Directement, il y a cette frustration du réfugié qui peut-être s'attendait à ce que tous ses besoins soient exprimés, soient réalisés, mais là, il se retrouve avec une réponse, bon, là, il doit le prendre parce qu'il est en position de vulnérabilité, il est en position de bénéficiaire, voilà. Donc, si je prends encore l'exemple de Gisèle tout à l'heure qui le disait de laisser faire, on mène une réponse, ou du moins on organise la réponse en fonction de certains standards. Mais on ne prend pas en compte aussi la façon d'organiser du propre réfugié. Dans mon expérience à Minawao aussi, il faut prendre l'aspect éducation. Les Nigériens en milieu scolaire, ils ont un système de brothers où c'est l'aîné hiérarchique, l'aîné académique qui prend la relève avec son cadet. Mais au Cameroun, on n'a pas ce système dans le système anglophone. Du coup, on assiste à plusieurs cas de découragement en milieu scolaire. Et lorsqu'on les demande, du moins moi dans mes études, lorsqu'on leur pose la question, ils disent qu'il n'y a pas de motivation et donc ils veulent qu'on mette en place ce système-là. Mais lorsque tu prends l'organisation internationale qui régit par exemple l'aspect éducation, elle n'a pas cette vision vraiment d'instaurer ces systèmes de brothers pour pouvoir motiver, encourager, faire des répétitions aux élèves. Donc c'est juste pour dire que des fois aussi le besoin exprimé du réfugié n'est pas toujours pris en compte. Il n'est pas vraiment clairement exprimé, c'est vrai, mais on ne tient pas vraiment compte de lui ou de toutes ces solutions, ces approches-là, dans la stratégie de réponse qui sera implantée les années à venir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, peut-être dans les questions, on pourra plus aller en profondeur, mais c'était une occasion pour moi de voir aussi qu'on peut mener de la localisation dans des camps de réfugiés pour que justement on n'assiste pas à des camps en situation prolongée qui pourront maintenir certaines personnes, je préfère dire des personnes au nom des réfugiés, des personnes vulnérables, des bénéficiaires, dans des situations de précarité permanente. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rosette. Ben, ça va. Ah, merci. Tu as un petit peu dépassé, mais ça va, franchement, Okay. merci. Ouais, et merci d'avoir soulevé cette question sur, OK, quel est le rôle aussi des personnes avec qui on travaille et encore une fois, cette question de d'où se trouve le pouvoir et comment est-ce qu'on fait en sorte que leur rôle intègre aussi un genre de pouvoir. Justement, quel est le mandat du bénéficiaire? Ouais, exact. Exactement. Exact. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je te donne la parole, Kader, pour tes interventions. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est assez intéressant pour nous. Je rappelle que je suis de Lima. Nous sommes quand même sur 13 pays, notamment l'ensemble des pays qui sont autour de la zone des 3 frontières, l'ensemble des pays au niveau du bassin du lac Tchad. Nous sommes en Ukraine, nous sommes à l'est de la RDC,
en RCA et en Éthiopie. Donc sur la soixantaine de projets que nous avons, les 3/4 sont en zone d'insécurité, ce qui fait que la problématique de l'accès est pour nous l'enjeu majeur. Voilà. Et en plus, nous avons développé un modèle de partenariat équitable où nous mettons des projets communs avec les ONG. Et les membres des ONG nationales sont jusqu'au conseil d'administration de Alima. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc pour revenir un peu au sujet, en fait par rapport au mandat, je ne vais pas trop insister sur le mandat, je pense que Dieu le ferait mieux que moi. Mais on sait que en fait, la majorité des ONG disent, dans le mandat, c'est on apporte de l'assistance dans le respect des principes humanitaires. Donc c'est un peu le générique comme ça, même si tu l'as rappelé Yves, pour les ONG nationales, ce n'est pas toujours clair cette histoire de mandat-là. Voilà. Maintenant, moi j'insiste un peu, je vais insister plus sur l'accès. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations assez complexes au niveau sécuritaire, dans des zones, par exemple, au niveau du Sahel central ou même au niveau de la zone du bassin du lac Tchad, avec une multitude de groupes armés, et quasiment, pour dire le mot, on est dans des contextes quasiment de terrorisme islamiste, je pense dans la majorité un peu des contextes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir gérer, travailler l'accès humanitaire. Les ONG internationales étant perçues comme symbole de l'Occident et des groupes armés qui disent je vais m'attaquer à tout, à défaut de m'attaquer à l'Occident, je m'attaque à tout ce qui est symbole, voilà, un peu de l'Occident. Donc c'est assez complexe, surtout pour les ONG internationales à intervenir directement, ce qui pousse les ONG nationales à l'avant. Maintenant, il faut distinguer un peu la notion de je pousse pour transférer les risques ou bien on partage le risque. Donc ça, c'est un peu assez important. Maintenant, la clé pour pouvoir travailler, parce que forcément, il faut attendre les bénéficiaires pour pouvoir apporter de l'assistance. Donc la clé, c'est que tu négocies l'accès et cette négociation se passe sur des bases de confiance parce que les groupes armés aussi ont un peu peur. Est-ce que ce n'est pas un espion? Est-ce qu'il ne va pas aller me dénoncer? Il y a un peu ces choses-là. Donc, et la confiance, ce n'est pas du jour au lendemain, ça se construit sur la durée. Donc quand on arrive à construire cette confiance, et généralement pour revenir au cas de ce qu'on remarque, parfois c'est vraiment des relations entre individus, parfois sur des bases communautaristes, parfois sur des bases de ils parlent le même langage que moi. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à travailler l'espace et chaque contexte est vraiment particulier. Donc je rappelle juste, la clé réside dans ces relations de confiance qu'on construit sur la durée. Maintenant, quand je compare un peu les ONG internationales, c'est clair que peut-être on a la capacité de dire je garde la neutralité, je garde l'indépendance, mais on n'a pas cette connaissance culturelle et on ne va pas laisser quelqu'un sur 2 ans, 3 ans en fait, pour travailler, continuer à pousser ces relations de confiance avec le turnover. Je parle de l'humanitaire, pas du développement. Maintenant, les ONG nationales, ils connaissent les contextes. Ce qu'on peut reprocher, c'est est-ce qu'il y a la capacité à se détacher? Je donne un exemple concret. Si je travaille au centre du Burkina, où il y a un conflit, Peul, Moussi, mon référent, ce qui serait qui, de quelle ethnie? Il y a tout ça là. Donc, les deux, je pense, c'est un peu assez complexe, même si on arrive quand même à gérer. Parce que, honnêtement, pour le dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'ONG Kyogo avec nous au Burkina, on n'aurait pas les 7 projets qu'on a au centre-nord et au nord. C'est vraiment eux, grâce à eux, qu'on arrive à intervenir. Donc maintenant, les obstacles, il y a des défis. Maintenant, les défis, c'est quoi? J'espère toujours qu'il y a des bailleurs ici dans la salle, parce que clairement, quand on arrive à travailler, je reviens, la semaine passée, j'étais dans la zone de Tombouctou. Sur un village, les gens nous disent, vous êtes là depuis 10 ans, c'est vous qu'on connaît, on a confiance en vous. Sauf que je sais que de l'autre côté, le bailleur a coupé 30% de mon budget et qu'il va falloir faire des coupes. Vous voyez un peu, quand vous établissez ça, parce que les groupes armés, ils sont sensibles à ça. Eux-mêmes, ils exploitent la situation. Même s'ils ne vous demandent pas quelque chose, ils sont à l'écoute de la population. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que la population a confiance en vous? Vous avez quelle, je ne sais pas, notoriété ou quelle confiance la communauté a en vous? C'est sur la base de ça qu'ils acceptent que vous venez soigner. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'ils comprendraient qu'il y a des coupes budgétaires, je dois réduire ou bien je vais fermer un tel centre de santé? Surtout dans les zones où il y a plusieurs groupes, ça pourrait
mettre les ONG en danger. Si tu fermes les centres de cette communauté, c'est comme si tu n'es plus neutre ou bien tu n'es plus équitable. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose, quand vous travaillez au fond du Mali, et qu'on vous dise, vous faites de l'humanitaire, la MINUSMA fait de l'humanitaire, Barkhane fait de l'humanitaire, je ne sais pas, ça fait une confusion des rôles. Clairement, ça veut dire que est-ce que l'humanitaire ne va pas être associé à des parties prenantes au conflit? Donc ça, c'est un peu les défis qu'on pourrait rencontrer. Et l'autre défi, je disais, c'est cette capacité des membres de l'ONG en fonction des composantes ethniques ou religieuses à se détacher. Voilà. Mais ça, on peut le travailler. Maintenant, je ne sais pas, dans tout ça là, clairement, l'accès est un défi pour nous, mais dans tout défi, dans toute difficulté, il faut trouver une opportunité. Je dis que c'est une opportunité pour les ONG nationales de monter en puissance parce que là où, je rappelle que c'est quand il y a Covid qu'on s'est vu que des locaux peuvent arriver parce que là, on n'avait pas le choix, il fallait travailler avec les locaux quand il y a eu l'arrêt des mouvements. Voilà. Maintenant, c'est la même chose. Si on ne peut pas accéder au centre de Mali et que vous pouvez accéder, c'est une opportunité de monter en puissance. Vous voyez un peu. Maintenant, on peut contrôler le reste en disant, on ne veut pas dire, ok, je laisse ONG X aller, je le fais confiance sur la sécurité. Maintenant, comment on travaille le reste? Sans faire peur aux ONG nationales, internationales, je ne sais pas, comment est-ce qu'on trouve le juste milieu? Parce qu'il y a toujours ces avantages de l'expertise. Je rappelle qu'à Lima, Alima est né en 2009, on est monté en puissance. Donc, la capacité, ça peut se créer s'il y a les moyens. Je pense qu'on peut aller chercher l'expertise, on peut y travailler. Moi, c'est un peu ça que je dis. C'est une opportunité pour les ONG nationales. Maintenant, sans faire peur aux ONG internationales, parce qu'elles ne sont pas vouées à disparaître, il y a cette expertise dont on a besoin, il y a ce regard extérieur. Parce que, clairement, je ne sais pas, un Burkinabé, au centre du Burkina, peut-être il y a ce qu'on appelle l'effet de la grille dans l'eau. Peut-être à un certain moment, on ne va pas voir venir le danger par rapport à l'accès. Donc il y aura toujours, je pense, les ONG internationales qui seront là pour questionner, pour apporter ces regards extérieurs. On peut travailler ensemble. Et je rappelle toujours dans le portage, parce qu'il y a cette méfiance des bailleurs. Si les bailleurs n'ont pas confiance et qu'Alima est là pour partager le risque, je pense que ça fait vraiment de très très beaux projets. Et aujourd'hui, on ne va pas dire, ok, une telle, je prends, je ne sais pas. Parce que rien qu'hier, j'ai négocié un peu, j'étais en call avec Forsani, et essayer de négocier des projets à 200 000 euros, quoi, ou 200 000 $, quand les ONG internationales négocient en termes de millions. Donc, il y a toujours cette confiance qui n'est pas là, et les ONG internationales peuvent être garants, peuvent être porteurs pour manager tout ça. Voilà. Justement, ce que j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces points. On va y revenir, j'en suis sûre. Mais là, je vais laisser la parole à Mamadou. Merci beaucoup. Merci à mes prédécesseurs. Moi, je ne sais même pas par où commencer parce que ça va être de l'ingénierie humanitaire. C'est très compliqué. Si on parle des mandats, parce que les acteurs sont différents de plus en plus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens comme moi, je me mets maintenant parmi les plus vieux. Lorsqu'on a eu un moment des privés qui se sont dit mener des actions humanitaires et qui prenaient de la place de plus en plus sur le terrain. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est les acteurs, les parties prenantes des conflits armés, donc les militaires aussi, qui, pour regagner les cœurs, entre guillemets, sont en train de mener des actions humanitaires. On va le dire comme ça. Nous avons les acteurs humanitaires qui sont conscients. Je pense que tous les acteurs qui sont dans la salle, il y a eu ces formations sur les principes humanitaires, ces formations sur la limite de l'acceptation, de la limite de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut accepter la contrainte ou pas. Donc, on peut dire, entre guillemets, qu'on a été mieux préparé pour mener ces activités, mais derrière, les acteurs aussi font partie de l'équation. Je mets aussi la communauté qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui, pour la plupart, se demande juste comment s'en sortir. Et parmi les acteurs humanitaires, on a aussi les groupes armés qu'il ne faut pas oublier. C'est des acteurs aussi, comme nous, parce qu'ils sont sur le terrain
et ils proposent une alternative. Parce que les communautés les plus vulnérables se voient abandonnées, soit souvent par les gouvernements ou les structures décentralisées qui ne sont plus en place. Donc, qui parvient aujourd'hui à faire parvenir l'aide? C'est soit les acteurs humanitaires, donc locaux et internationaux, soit ceux qui occupent l'espace, et souvent les groupes armés, qui proposent des alternatives, des salaires souvent, pour leur permettre d'avoir accès à un minimum de dignité. Et c'est pour ça que je parle d'ingénierie, parce qu'il y a une multitude d'acteurs, il y en a plein. Maintenant, comment tous ces acteurs doivent être contraints à respecter les droits humanitaires? Comment tous ces acteurs aussi doivent être contraints à respecter l'espace humanitaire? Et c'est ça notre principal problème à résoudre. Parce qu'il y en a qui diront qu'il y a de la place pour tout le monde, mais pourquoi il y a de la place en fait? Pourquoi aujourd'hui les communautés ne sont pas au centre de ce que nous menons, ce que nous devons faire parvenir comme appui à ces communautés? Et c'est là que les communautés ou les organisations locales interviennent dans notre approche en tant qu'organisation internationale. C'est qu'il y a d'abord la notion d'acceptation. Qui est permis et qui a le droit ou qui n'a pas le droit de se promener dans certaines zones. On a vu le cas du Cameroun, où par exemple, une agence, à travers un financement du gouvernement, a voulu mettre en place des activités dans les zones occupées. Ceux qui occupaient ces zones nous ont dit très clairement, vous ne pouvez plus vous promener dans cette zone-là parce qu'il y a de l'amalgame, parce qu'on ne comprend plus qui fait quoi parmi les acteurs, et on ne comprend plus quel argent vous utilisez pour nous venir en aide. Et nous, on le prend pour de l'affront et on ne vous autorise plus à arriver sur le terrain. Ça, c'est des contraintes. C'est des éléments auxquels nous devons trouver des moyens de contournement, parce que le plus important, c'est à qui on devient en aide. Où est-ce qu'ils sont, ces populations-là? Où est-ce qu'elles sont? Et justement, en parlant d'acceptation, souvent, ce sont les communautés ou les populations qui sont organisées d'abord en coopérative, qui sont organisées en collectivité, qui sont organisées en organisation de la société civile ou en organisation locale, qui aujourd'hui peuvent se promener dans cette zone et peuvent proposer des alternatives en dehors de ces alternatives que nous avons, des groupes armés qui occupent ces espaces-là. Donc, pour en revenir au mandat, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là où ce n'est pas clair du tout pour tout le monde. Et nous, on se bat en tant qu'organisation internationale pour que le respect des engagements soit au centre des discussions. Nous disons que les militaires doivent faire leur travail, c'est vrai, parce que dans la plupart du temps, les pays dans lesquels nous sommes, ils se considèrent être en état de guerre. Quand ils disent qu'ils sont en état de guerre, on ne peut pas nous venir en disant « Oui, mais état de guerre, la Convention de Genève dit ceci, nous on peut passer ». On ne peut pas. Parce que tout simplement, il y a cette contrainte-là et il y a cette volonté de vouloir récupérer l'intégrité ou de parler d'intégrité du territoire. Mais là n'est pas le débat, parce que nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet. C'est comment, à travers leur positionnement, on arrive à leur faire comprendre ce que nous sommes en train de faire et l'importance de ce que nous sommes en train de faire pour regagner ou pour permettre à ces populations d'avoir un minimum de dignité et espérer au moins s'en sortir. Si je peux juste décaler un peu sur les négociations d'accès, parce que c'est de là que ça découle. Les mandats, confusion de mandats, tout le monde est sur le même terrain, tout le monde essaie de faire la même chose, mais après derrière, qui fait réellement les choses? Qui, aujourd'hui, s'occupe de mettre en œuvre les activités terrain? D'abord, c'est les gens qui ressemblent aux populations, qui peuvent se promener très librement dans ces zones-là, qui ont accès. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les gens qui sont reconnus par la communauté, qui aident les communautés qui ont accès à ces populations. Et troisième chose, c'est ceux à qui on donne les moyens d'aider ces populations qui ont accès. Et jusqu'à présent, parmi ces trois éléments-là,
c'est compliqué de mettre les organisations internationales en priorité. Quand c'est des zones occupées, quand c'est des zones de guerre. Nous parvenons à avoir accès parce que, parfois, dans ces zones-là, il y a cette contrainte qui est là. Ce n'est pas la contrainte de la provenance de celui qui vient aider ou de la provenance des financements, c'est la contrainte de la transparence et de l'impartialité. C'est comment on parvient à aider ces communautés à être impartial, non, nous-mêmes, en mettant en place l'activité, à être impartial dans notre raisonnement et à protéger les communautés, à les éloigner des représailles. Et c'est là, en fait, que l'équilibre est intéressant. Parce que on a besoin des organisations locales pour certains aspects, et aussi on a besoin des organisations internationales pour d'autres aspects. Il faut qu'on protège les communautés aussi. Il faut qu'on protège ceux qui ont accès aussi, en ne les exposant pas à des représailles qui souvent, parfois on leur donne les moyens de faire parvenir l'aide, mais on peut les taxer de politique, de travailler pour les opposants ou de travailler pour d'autres groupes armés ou d'autres groupes ethniques. Et pour terminer, je pense qu'il y a un élément assez fort dans ça, cet équilibre qu'il faut trouver, parce qu'on a tous, en fait, les communautés ont besoin de nous. C'est le point d'achoppement où on travaille, nous, notre rôle, on travaille pour les communautés. Sans ces communautés, on n'existe pas. Maintenant, comment on trouve l'équilibre avec le déploiement des organisations locales, avec aussi le déploiement des organisations internationales, parfois, qui peuvent permettre d'assurer une certaine neutralité de l'action et permettre d'atteindre les objectifs escomptés sans pour autant que ces acteurs soient mis en danger. Nous assumons, c'est pour ça que parfois il y a des PNJ, nous assumons que parfois on peut dépasser les lignes rouges et être expulsé ou avoir nos activités arrêtées dans la zone. Et c'est ça la protection qu'il faut avoir, c'est qu'à un moment donné, nous allons assumer ce rôle-là et derrière aussi les organisations locales devront aussi assumer leur rôle en défendant ou en proposant ou renforçant l'acceptation de ces populations ou de ces organisations locales. Et enfin, on parle de localisation à travers les acteurs, mais on parle de tous les acteurs, mais je pense qu'il est nécessaire aussi de réfléchir sur la localisation des financements. Ça, c'est un élément important, parce que ça va permettre de renverser cette tendance-là. Si, effectivement, le plus gros des financements vient des organisations ou des institutions internationales, c'est vrai, il est très vrai, mais derrière aussi, on peut commencer à travailler sur des possibilités d'accès au financement à travers les organisations régionales. On leur donne le poids. La Banque mondiale décide de financer exclusivement les États. Mais comment la Banque mondiale aussi peut revoir sa position en poussant les États aussi à travailler avec les organisations locales, en collaboration avec les organisations internationales quand c'est nécessaire, parce qu'il y a besoin d'assistance technique parfois, il y a besoin de renforcement, il y a besoin de compréhension des guidelines que personne ne comprend, parce que c'est les plus compliqués, et il y a besoin aussi d'équilibrer l'aide humanitaire que nous apportons sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. Donc, je vais ouvrir aux questions. Si vous avez des questions pour nos panélistes, je vais vous passer la parole dans un instant. Mais avant, je voudrais savoir d'un point de vue, de ton point de vue, Yves, en écoutant ce point de vue de quelqu'un qui actuellement travaille dans une ONG internationale, si tu as des réflexions à propos de ce qui vient d'être dit. Oui, merci beaucoup. Je pense que beaucoup d'éléments ont été donnés justement par Dr Kader et Mamadou qui montrent justement ce besoin de collaboration, de travail ensemble. Et je pense que les deux l'ont dit, chacun a un avantage comparatif. L'acteur international en griffe a une expertise, surtout dans le volet humanitaire, où l'acteur national n'a pas forcément cette expertise dans le volet humanitaire, mais à l'expertise de la connaissance du terrain,
à l'expertise culturelle, et c'est ce que Rosette le disait tout à l'heure, il y a des éléments culturels qui sont importants et inévitablement à prendre en compte lorsque vous voulez mener des actions. Sinon, ça ne va pas marcher. Je prends un exemple simple. Vous venez, vous construisez des shuttles, des abris, mais vous le dirigez vers l'ouest ou vers l'est. Il y a des gens qui ne vont jamais dormir là-dedans. Parce que dans leur culture, la porte ne doit pas être dirigée de ce côté. Donc, vous ne lui avez pas rendu service. Donc, il y a des éléments culturels qu'il faut forcément intégrer. Et ce tandem ONG international, ONG national, acteurs internationaux, acteurs nationaux, est important. Mais le plus important, je reviens, c'est la place de la communauté. Contrairement à ce que Mamadou vient de dire, la communauté, elle n'a pas besoin de nous. Non. C'est nous qui sommes venus perturber le cycle de vie de la communauté par des actions à gauche ou à droite. Ah, j'ai quelqu'un qui me rejoint. Donc, du coup, c'est nous qui avons perturbé la communauté. Et en venant pour apporter notre réponse, on doit enlever cette idée en disant la communauté a besoin de nous. Non, la communauté sait ce qu'elle veut. Mais elle ne peut pas le faire seule. Donc, dans ce cadre, maintenant, on peut dire, on peut venir accompagner la communauté, il peut avoir ce besoin-là de venir avec la communauté pour bâtir ensemble la solution de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit la solution dans nos laboratoires, qu'on vient, on impose à la communauté, tant qu'elle a les ressources, même moi aujourd'hui, si vous dites qu'il y a une formation en papoiculture, je ne sais pas c'est quoi, ça se passe à Melbourne, le billet d'avion est pris en charge, les frais d'hôtel, mais moi je m'inscris le premier. Mais je ne sais même pas c'est quoi, je ne sais même pas si ça va me servir. Mais je vais aller à Melbourne et je vais avoir les perdièmes. Et dès que le financement est fini, le projet il est fini. Mais par contre, si c'est déjà, il y a des projets. Moi je prends un exemple. Nous, dans le cadre de notre programme d'éducation, on arrive toujours aujourd'hui à ouvrir des centres d'éducation dans des zones là où il n'y a plus d'école. Des zones là où l'éducation est interdite. Mais comment on est arrivé? On a responsabilisé la communauté. Ce n'est pas le centre de Tintois, c'est votre centre. Si vous voulez quelqu'un pour enseigner, il faut le trouver dans la communauté. Nous, ce qu'on peut faire, c'est capaciter la personne que vous aurez identifiée pour tenir le centre. Parce que sinon, on prend quelqu'un de l'extérieur. Si on l'amène, au premier coup de feu ou à la première truc, lui, il va courir retourner chez lui. Mais vous, si tu cours, tu tournes, mais tu reviens chez toi. Tu restes chez toi. Donc, travailler à responsabiliser la communauté, accompagner la communauté dans la conception de la réponse est plus pérenne et plus durable. Certes, la communauté a besoin de nous, je suis d'accord, mais pas qu'on réfléchisse pour eux et qu'on vienne leur imposer, mais qu'ensemble, justement, on bâtisse quelque chose là où ils s'identifient. Et de ce fait, on ne parle même plus de pérennité de l'action. Et le partenariat aussi entre les ONG internationales et nationales est important, justement, dans ce transfert de compétences. Aujourd'hui, ACF est là, Alima est là, on parle de problèmes de nutrition. En tant qu'acteurs nationaux, on sait accompagner les gens à produire, à avoir une agriculture agroécologique, à produire beaucoup. Mais lorsqu'on parle de la diversification alimentaire, les nutriments, il faut de la vitamine K, il faut quoi. Non, nous, c'est du chinois pour nous. On ne comprend pas. Donc, on a besoin de cette expertise-là qui explique qu'un enfant à tel âge doit commencer à diversifier avec de la bouillie. Et pour que la bouillie soit efficace, il faut mettre de l'arachide, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. C'est des éléments importants que nous, on a besoin. Et en plus de ces éléments, il y a la vieille technique des grands-mères qui, grâce à cette expertise-là, permet d'améliorer. Donc, en toute chose, chacun a quelque chose à apporter. Personne n'a la totalité. Il y a une partie chez la communauté, une partie chez les acteurs nationaux, une partie chez les acteurs internationaux, une partie au système des Nations Unies, une partie chez les partenaires techniques et financiers. Et c'est ensemble qu'on réussit à faire une réponse. Et si un maillon de cette chaîne n'est pas pris à son juste niveau, c'est déséquilibré. Je vous remercie. Oui, merci. Merci beaucoup. OK, oui, maintenant, c'est à vous pour les questions pour les panélistes. Vous voulez aller en première? Juste, si vous pouvez vous introduire aussi dès le début. Ouais, merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Diane. Je suis référente RH à Alima. Je suis au siège ici à Dakar.
Ma première question ou première préoccupation, je me dis, les enjeux déjà de la localisation, je pense que c'est nous-mêmes, d'abord nous, ONG. Il ne faut pas qu'on puisse regarder les partenaires, capacitation, bien sûr, ça vient en second degré, mais c'est nous-mêmes. L'approche que nous, on arrive dans une zone ou dans un État, l'approche qu'on a déjà, c'est comme si on est en train d'infantiliser un peu les ONG qu'on trouve. On est là en paternité ou en maternité pour dire, écoutez, nous, on a l'argent, la main qui donne, c'est celle qui décide. Donc, du coup, il y a, ce rapport-là de force qui fait que je suis inférieure. Halima me dit, même si là où il n'y a pas de besoin, ou ASF, je dois faire ce que ASF me dit parce que c'est les rapports de force. Est-ce qu'il n'est pas vraiment important aujourd'hui de se remettre en question, de se poser la question sur la posture et l'approche qu'on a quand on va faire l'intervention? Ça, c'est quelque chose qui est important. Et la deuxième question, préoccupation, c'est la négociation de l'accès humanitaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des États, comme Dr Kadel venait de le dire, c'est tellement compliqué. On a des éléments incontrôlés. Tu peux négocier l'accès avec le Génine qui sont là, ou je sais pas, avec les M23 qui sont là, mais en temps, il y a les FDLR, il y a les Maïmaï, il y a tout. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des États, les États, est-ce qu'ils sont prêts à accepter justement ces négociations? Et comment nous, les ONG, comment est-ce qu'on négocie avec nous? Networking. Qu'on est aujourd'hui, je pense que le matin quand on est arrivé, on a fait du networking, on s'est présenté, blablabla et tout. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un message qu'on nous a lancé. Comment est-ce qu'on le fait au niveau de nos accès? Est-ce que c'est networking avec lequel on travaille sur le plan institutionnel? Est-ce que ceux-là, comment est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'ils sont réellement bien protégés et qu'aujourd'hui il y a un networking qui se retrouve dans une zone rebelle et qu'on dit que c'est lui qui est en train de donner, par exemple, certaines informations au niveau de l'ACF ou au niveau, je sais pas, de Terre des Hommes, et la personne se retrouve à triste sort, et quand on va faire, vous le connaissez, les méthodes de torture, et la personne sera obligée de dire toute la vérité. Comment est-ce que notre image, nous en tant que ONG, sera perçue du côté de l'État et du côté aussi de la rébellion ou des éléments incontrôlés? Alors, ma dernière question, c'est aussi sur le positionnement. Aujourd'hui, il faudra vraiment qu'on puisse se remettre en question par rapport au positionnement. Il y a une urgence, il y a une épidémie, c'est question des drapeaux. Ah ben, c'est qui sont là? C'est nous, ACF, c'est nous, Terre des Hommes, et on est là, on commence à se bagarrer par rapport au questionnement des drapeaux. Qui va poser le drapeau en premier et qui va aller négocier au niveau de l'État pour qu'on puisse lui donner ce mandat-là? Je pense que c'est très important qu'on puisse se remettre un peu en question. Aujourd'hui, notre objectif en tant qu'humanitaire, c'est de porter de l'aide. Et l'aide destinée à la population et à la communauté. Question mark. Est-ce que le but pour lequel on est humanitaire, il est atteint? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au financement, les budgets qu'on est en train de faire et tout, blablabla, là, est-ce que les bénéficiaires, le premier répondant, est-ce qu'ils bénéficient réellement de ça? Posons-nous des questions, arrêtons-nous, regardons-nous l'humanitaire qu'il y a entre les années 80, l'humanitaire d'aujourd'hui et où on est en train d'amener le monde. Je pense que c'est très important de se remettre en question, nous, en tant qu'humanitaires. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, peut-être tu vas passer le groupe de richesse, quelque chose, ou tu veux passer à la prochaine question? Moi, je crois que prendre plusieurs questions, parce qu'on note des points et puis on pourra passer. Merci. Merci beaucoup. Moussa Haruna, je travaille aussi dans l'équipe d'accompagnement du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Je voulais, à écouter depuis ce matin, je voulais qu'on recentre un peu le débat en se disant qu'on n'est pas en train de parler de localisation juste pour utiliser les personnes à faire notre job à notre place. Il faut qu'on recentre ce débat-là. Si c'est pour que moi, organisation ou groupe d'enfants dans un quartier, je prends votre argent, aller dans une communauté et dire c'est l'Union européenne, c'est l'Union, ceci,
garder votre argent. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment nous, on va être plus utiles dans ce qu'ils font. Et c'est ça que je veux qu'on discute dans un premier temps. La deuxième chose, c'est les questions de statut. Alors, on a existé avant les fonds, les appels d'offres et tout ceci. On avait notre expérience d'écouter les enfants. On avait notre expérience de les accompagner. On n'est pas diplômé pour faire ça. On n'est pas allé à l'université pour apprendre ça, mais on règle les problèmes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces statuts d'universitaire, de ceci, que notre expérience ne compte plus. Et quand vous venez avec vos fonds, vous nous dites non, il faut plutôt faire comme ça, de cette façon, sinon ce n'est pas valable. On gère les questions d'urgence avant. On les gère là où le problème sévit. Il faut savoir faire avec. Si on veut renforcer ce qui existe, il faut savoir le découvrir et l'améliorer. Et ça, c'est un élément important si on veut accepter déjà à faire les premiers pas. Le troisième élément, c'est un exemple que j'ai vécu. J'étais dans mon groupe avant, à Niamey ou dans quelque chose. De notre propre initiative, on a pris l'initiative d'aller aider nos amis qui étaient victimes de certaines agressions. La première des choses qu'on nous dise, non, écoute, désormais c'est nous qui les prenons en charge, vous n'avez plus accès à ça. Mais avant que vous arriviez, c'était nos amis. C'est nous qui discutons avec eux, c'est nous-mêmes qui les avons dit, allez vers là-bas, peut-être que vous trouverez d'autres solutions. Mais maintenant que vous êtes arrivés, on n'a plus accès à nos amis. Il faut qu'on arrive quand même à se situer. On vit dans une communauté et quand on arrive avec nos fonds ou nos financements, on dit non, désormais, c'est nous qui gérons les cas. La communauté, mettez-vous de côté, laissez-nous gérer. On a de l'expérience, vous n'avez plus accès, on a les ressources. OK, on va vivre ensemble après les fonds. On verra qui allait où. Ouais. Merci. Ouais. Et ça rejoint votre point sur la découverte de ce qui existe déjà. OK, je vois 5 mains. 6, OK. Oui, merci. Merci aux panélistes et à tous ceux qui ont intervenu. Je sens que ça a le goût, quoi. Comme on dit au Cameroun, ça a le goût. Quand j'entends parler d'accès depuis plusieurs années. Et j'ai comme l'impression que l'accès peut être utilisé comme une arme politique, c'est-à-dire politique, je ne sais pas si c'est le terme, ou géopolitique. Parce que quand on refuse l'accès, à nous, les humanitaires, entre guillemets et pas entre guillemets, quand on nous refuse l'accès, ça nous frustre, c'est très frustrant. On se plaint et puis on condamne. Mais et si on parlait de l'accès d'une autre manière, si on résolvait ça d'une autre manière, Safia Tou a dit quelque chose. Le nexus humanitaire-développement. Elle l'a dit. Ce serait les recommandations du sommet humanitaire mondial. Il y en avait pas mal et j'ai entendu nexus humanitaire-développement. J'ai l'impression que certaines sont liées. Je m'explique. Le collègue Keïta a dit pour aller soigner des gens, le médecin, le docteur Keïta, pardon, pour aller soigner des gens, on n'a pas l'accès. Et si on décidait d'influencer les autorités ou les donateurs pour qu'au niveau des frontières, là je parle des personnes déplacées de force, au niveau des frontières, qu'il y ait des hôpitaux de pointe, qu'il y ait des capacités à ce niveau. Peut-être que nous qui venons dans les capitales ou loin des frontières, on ne va plus négocier l'accès. Ça, c'est très important. Donc, essayons d'être innovants. Au lieu d'aller combattre ceux qui refusent l'accès, à tort ou à raison, essayons de voir comment gérer ce problème d'accès d'une autre manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, le transfert de capacités. Quand nous voulons aller avoir cet accès, forcément, c'est pour aller aider à faire quelque chose. Les capacités ne sont pas là-bas. Est-ce qu'avant les crises, pendant le processus de développement, entre guillemets, je dis bien développement, est-ce qu'on ne peut pas commencer à donner des capacités qui permettront aux personnes de répondre aux crises? Parce que, par exemple, en Afrique centrale et de l'Ouest, je ne le souhaite pas, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Donc voilà. Deuxième chose, et c'est par rapport au mandat. Il y a la collègue qui a dit qu'à un moment, il y a une bataille pour aller pour planter des drapeaux. Je me rappelle une fois, j'étais en mission au Niger, et puis on me dit, réveille-toi, il y a un projet, il faut écrire. J'ai dit, je suis fatiguée. On dit, il faut ça demain matin à 8h. Il était 21h, j'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai dit, mais pourquoi? On dit, si tu ne fais pas vite, les autres vont soumettre le leur. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un problème de coordination. Il y a un problème de mapping, cartographie. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas se marcher sur les plaques-bandes. Il y a soit un problème de manque de capacité en coordination, soit le refus de reconnaître les mandats des autres, soit même la méconnaissance des mandats. Et ça va, je vais répondre à notre sœur peut-être en aparté. Ça me donne l'idée de partager davantage les mandats du HCR. La gestion des camps de réfugiés, c'est votre perception et vous en avez le droit, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, comme il y a beaucoup d'autres personnes qui vont intervenir, je ne voudrais pas m'attarder sur cela. Merci. Bonjour, je m'appelle Mohamed Saleh Diallo. Je suis travailleur social au niveau de l'ONG Secours Islamique France, surtout dans la protection de l'enfance. Bon, je crois que la position des ONG ou bien des organisations internationales doit se positionner au niveau de l'accompagnement. Surtout parce qu'on oublie beaucoup la notion de participation communautaire. Parce qu'en général, même dans les interventions ou bien dans les projets, on n'implique pas surtout la communauté. Et alors que bien qu'ils sont civils, mais ils sont partie prenante. Donc, par rapport à ça, parce que même il y a beaucoup de projets qui appliquent des projets de résilience, parce que ces genres de projets visent à accompagner la communauté, surtout dans leur capacité à répondre à certaines catastrophes naturelles. C'est pourquoi, dans nos interventions, il faut beaucoup travailler sur la notion de participation communautaire, impliquer les leaders locaux et consorts. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Yann Duterte, je suis le directeur de Bioforce ici en Afrique. Alors, je vais peut-être lancer un peu un pavé dans la mare. On parle de localisation. Bon, moi, ça va bien faire bientôt 30 ans que je suis dans le milieu. La localisation, on en parle depuis 30 ans. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui sont nouveaux. Notre ami Yves, qui est ici, on en parlait dans les années 2000, à l'époque, sur le terrain avec Tintois. On est là au fond du sujet et on nous parle, par exemple, d'accès, de négociation, d'action humanitaire, etc. Alors, par exemple, sur le plantage de drapeaux, c'est vrai, aujourd'hui, il y a du plantage de drapeaux sur la réponse d'urgence. Pourquoi il y a du plantage de drapeaux? Parce qu'il y a une bataille à l'accès au fond, qui est d'abord le partage, un petit peu le Yalta des grandes ONG internationales de celui qui aura accès au grand financement pour une intervention humanitaire. Pendant ce temps-là, effectivement, nos collègues, nos amis sur le terrain sont là potentiellement à attendre un petit subside qui sera généreusement donné aux communautés pour une action. Là où j'interpelle un peu notre communauté, la communauté humanitaire aussi bien que ce soit locale que internationale, c'est qu'au-delà des grands discours, elle est où la réelle mobilisation et le réel, on va dire, dialogue et potentiellement plaidoyer, mais qui est autre qu'un plaidoyer individuel, chacun dans son coin, où on se mobilise vraiment, par exemple, vis-à-vis de la communauté internationale, qui est la communauté qui finance les actions. Hein. Aujourd'hui, il y a des représentants de différentes ONG, si je prends les ONG internationales. Est-ce que si je propose ici aux représentants des ONG internationales, on sort de la salle, on va voir ECHO, on dit qu'aujourd'hui les directives d'ECHO du HIP ne nous conviennent pas par rapport à la réponse d'urgence, est-ce qu'on y va ensemble et on dit non à votre financement, on va aller dans l'autre sens? Non. ONG nationale qui fait face à l'arrivée d'une grosse ONG internationale qui dit on va faire de la localisation, on va faire du partenariat, vous allez travailler avec nous. On fait du partenariat, hein, on fait de la localisation, mais vous faites comme on veut. Est-ce que les ONG nationales vont dire non? Non. D'accord? On est là aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on discute. Tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, on le connaît, sauf qu'il n'y a pas d'action. C'est du blablabla, c'est beaucoup d'argent utilisé aussi, parce que ici ça coûte de l'argent. Combien de bénéficiaires pourraient manger
avec le coût de location, le temps qu'on passe à discuter ces problèmes sur lesquels on connaît le fond du problème, d'accord? C'est de travailler ensemble, mais réellement, pas du blablabla, pas des énièmes conférences d'Istanbul en 2016, le grand bargain, avant il y a eu les accords de Cotonou, il y a eu ceci, il y a eu cela. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Je sais que cet après-midi, on va encore discuter, venir soi-disant avec des solutions, sans que pour cela, on va rentrer tranquillement, ou presque tranquillement, au vu des échauffourées qu'il y a, on va rentrer tranquillement, et demain, ce sera the same business as usual, d'accord? Sans qu'on trouve une réelle solution, et qu'on écoute aussi, et qu'on regarde ce qui se passe un petit peu. C'est pareil, ça fait des années qu'il y a des solutions qui sont existantes sur le terrain, des actions qui sont réalisées par les partenaires locaux. Est-ce qu'on tire leçon dessus? Non. On essaye de réinventer la roue. On va apporter une nouvelle solution. Regardons ce qui se passe. Est-ce qu'on réinvente un partenariat? Non, le partenariat sera toujours le même type de partenariat, le plus fort vis-à-vis du plus faible. Mais comment on va changer justement ce courant? Aujourd'hui, on est carrément dans une relation encore nord-sud, d'accord? On est encore dans une relation économique, une relation de celui aussi qui sait le plus par rapport à celui soi-disant qui sait le moins. Donc moi, c'est là aussi où je questionne un petit peu toutes ces grandes discussions. On parle accès, par exemple, aujourd'hui. Accès, c'est quand tout est détruit, on n'a effectivement plus accès. Actuellement, on fait face à une crise qui est en train d'évoluer sur les pays côtiers, progressivement, qui est en train de prendre certains pays, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. On sait que si ça continue, d'ici 6 mois, 1 an, on sera face à une crise qui sera la même qu'on connaît malheureusement au Mali, au Burkina, au Niger, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait quelque chose? Il y a quelques petites initiatives qui sont très discrètes, très timides, mais est-ce qu'on fait réellement une action justement de prévention, de travail justement? C'est maintenant qu'on doit travailler avec les partenaires locaux, c'est maintenant qu'on doit supporter les partenaires locaux sur des mécanismes qui vont potentiellement en tout cas atténuer cette crise qui nous arrive. Mais non, on attend une nouvelle fois que la crise soit déclarée, que les financements arrivent avant de faire quoi que ce soit. Et tout le monde le fait. Pendant ce temps-là, les acteurs locaux sont tout seuls face à une situation, on ne les accompagne pas du tout, ils font ce qu'ils peuvent, et demain, on sera là de nouveau. Et le planter de drapeau sera de nouveau fait par l'ensemble des ONG internationales. Voilà, je voulais juste réagir et interpeller par rapport à cette aura, par rapport à ces discussions et ces réflexions. Mais je pense que le sujet, il est réellement là. Et on peut refaire le monde encore pendant 24 heures, tant qu'on ne viendra pas avec des décisions qui seront réelles et une réelle volonté de travailler ensemble, et tout ça pour le même but. Il y a Mamadou qui a dit quelque chose qui est exact. Il ne faut pas oublier que l'action humanitaire, c'est redonner la dignité aux hommes de pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. C'est la base de notre travail, à quel que soit le niveau là où on travaille, que ce soit au niveau international dans les grandes ONG, qu'à la base. C'est redonner la puissance à l'individu de s'en sortir par lui-même. Alors c'est là-dessus qu'il faut qu'on se questionne en tant qu'humanitaire et d'arrêter les grands discours. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Je commence par remercier les panélistes et aussi tous les intervenants. Moi, c'est Dr Dieudonné Kongolo. Au fait, j'interviens comme indépendant ici. J'aimerais poser une question qui s'adresse beaucoup plus à Halima, après que j'ai écouté l'expérience de Halima au Burkina Faso, où elle intervient avec une ONG locale. J'aimerais en savoir un peu plus en ce qui concerne votre expérience avec cette ONG locale. Est-ce que c'est une relation de partenariat au vrai sens du terme, ou est-ce que l'ONG locale est considérée comme prestataire de services, ou est-ce que vous intervenez en consortium? Et j'aimerais aussi savoir quelle est la place que vous accordez dans cette relation-là aux communautés, et quels sont les enjeux, les difficultés, les points forts et les points faibles de cette collaboration que vous avez sur place au Burkina Faso. Merci. OK, allons vite, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, c'est Dr Yao, je suis socio-anthropologue, enseignant-chercheur aussi. Je suis agent humanitaire, je travaille avec pas mal d'ONG. Moi, je pense, je magnifie beaucoup ce qu'on a dit depuis ce matin, surtout par rapport
à cette localisation, parce que je pense que c'est hyper important. Mais moi, je voudrais un peu attirer l'attention par rapport à l'impact socio-culturel des interventions humanitaires, de cette localisation. Parce que beaucoup l'ont dit, la communauté, je pense, elle doit et devra rester au centre de nos préoccupations. Cette dignité dont on parle, on sait qu'on aurait dû depuis longtemps, même si la réflexion elle est là, comprendre que les actions humanitaires, c'est d'abord les personnes qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Donc il est important que quand on mène ces réflexions-là, qu'on puisse essayer de penser un peu le rapport entre la localisation, par exemple les changements sociaux, la localisation aussi et les transformations culturelles, aussi penser un peu entre la localisation et l'harmonie sociale au niveau des zones d'intervention. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on mène des actions, parfois, qu'on mène des innovations, on est en train de créer peut-être de nouvelles cultures. On est en train de créer des bouleversements dans la vie des personnes pour qui on est venu en aide ou bien on mène cette action-là. Donc c'est très important quand on le fait aussi, comme beaucoup l'ont dit, qu'on puisse prendre en compte ces aspirations, des aspirations culturelles, des réalités socioculturelles et tout ce que les gens ont déjà comme connaissance. Parce que pour moi, on ne peut pas, à l'état actuel de la situation en Afrique, on a comme l'impression que l'action humanitaire s'éternise. On est en train de faire la même chose depuis des années et ça se répète pratiquement tous les ans. On a comme l'impression qu'on ne fait rien. Alors que beaucoup d'efforts sont faits, il y a beaucoup d'argent qui sont déversés dans ces actions-là. Et ce n'est pas le moment un peu de repenser un nouveau modèle d'action humanitaire qui est moins basé sur l'aspect financier. Est-ce que c'est possible de pouvoir valoriser davantage les connaissances, les compétences, les techniques, les technologies au niveau endogène, venir renforcer ce qui existe déjà, parce que, comme beaucoup l'ont dit aussi, on ne sous-estime pas, on ne peut pas sous-estimer des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le problème, qui sont confrontés au problème, qui vivent les réalités et qui ont la capacité, comme on l'a dit, qui ont la capacité de pouvoir résoudre ce problème-là, d'avoir une certaine forme de résilience. Mais qu'est-ce que l'action humanitaire peut apporter par rapport à ça? Et je pense que c'est le moment de de déconstruire un peu la mentalité ou le regard humanitaire envers ces gens-là. Et beaucoup en parlent. On sait que l'argent, il vient d'ailleurs, on peut le dire, la majorité emploie de l'argent. C'est pourquoi c'est important, l'enjeu majeur pour les acteurs africains, c'est de pouvoir obtenir, ou bien dans certaines zones, une autonomie dans la recherche de financement. Pourquoi pas essayer de voir aussi comment pouvoir délocaliser un peu les sièges? Parce que c'est important, parce qu'on a les ressources, même parfois on a l'impression, parce que, Madame l'a dit tout à l'heure, parce que vous voulez créer un lien entre l'humanitaire, le monde humanitaire et le monde universitaire. Et moi je sais que j'ai fait les deux, et on a parfois les expertises locales, des jeunes qui sont formés, qui ont envie de mener ces actions-là, mais qui n'ont pas l'opportunité. Et ça devient quand même un patrimoine de certains groupes, de certains clans, c'est l'image que les gens ont. Parfois c'est très difficile d'intégrer l'action humanitaire, d'intégrer certaines organisations humanitaires. Donc je pense que c'est important qu'on puisse penser à la déconstruction de ça et essayer d'élargir encore la réflexion. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je voudrais juste... On peut encore aller 20 minutes pour la session. Oui, ok, donc on prend... vous pouvez y aller et puis on le donnera au monsieur là-bas et puis on va donner l'opportunité aux panélistes de répondre à toutes ces réflexions très riches. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kamsoulon Pierre. Et je suis responsable d'une organisation appelée ICAPED. Et je suis camerounais et je suis consultant en développement durable. Alors, les sujets traités ici depuis que nous avons commencé cette session, de par l'expérience que j'ai vécue il y a de cela 11 ans dans ce que j'ai commencé à faire et dans les différents pays,
Et mon intervention, effectivement, venait à chaque fois lorsqu'il y a déjà une action d'urgence qui est passée et après, donc, ils deviennent les bénéficiaires. Parfois, nous avons cherché les moyens en ce moment quand il y a déjà la période d'intervention d'urgence est finie. Et les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il fallait chercher d'autres solutions pour maintenir ou ressentir, c'est-à-dire les bénéficiaires en question qu'ils ont eu à bénéficier de quelque chose. Alors, je voulais venir ici. Les discours depuis que nous sommes là, et ça a retardé surtout entre les ONG internationales, les ONG locales, et la communauté et les bénéficiaires. Ça veut dire ceux-là qui sont en bas de l'échelle. Je vais beaucoup me retarder sur ceux qui sont en bas de l'échelle, qui sont les personnes impliquées ou les déplacés et les réfugiés qui ont même besoin de cette action plus que toutes les autres chaînes. Alors ici, il faut que les ONG internationales, les ONG locales et la communauté devraient avoir des bons discours. Parce que le bénéficiaire en question, qui reste en bas de l'échelle, ne ressent pas véritablement un tiers du discours tenu au début et jusqu'à peut-être à la clôture des plaidoyers. C'est déjà un problème et que ça va toujours continuer à régner tant qu'on ne change pas notre façon de faire, notre façon d'intervenir. Parce qu'un réfugié qui a déjà abandonné son village et qui s'est retrouvé dans un autre monde qu'il ne maîtrise pas, à la fin de l'histoire, il souhaiterait voir également reconstituer une famille ou celui-là qui grandit dans cette scène très traumatisante a besoin que demain, il devienne une autre personne dans la société. Nous devons beaucoup mettre l'accent sur des actions concrètes. Nous devons changer le système des mécanismes, soit utiliser les bénéficiaires comme sous forme, entre guillemets, ceux-là qui nous permettent de vivre dans les grosses voitures et eux, après, après la phase d'urgence, on doit retrouver encore dans les mêmes situations que nous avons commencé à être soutenus. C'est ça le véritable problème et nous devons changer. Je pense que nous devons beaucoup plus travailler sur la pérennité et qu'après la phase d'urgence, que devienne cette communauté. Impliquer les ONG locales, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des suivis, un système de suivi très vérifiable et contrôlable, qu'on puisse ressentir véritablement le changement au niveau du système local qui était en crise. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci. Moi, je suis Amadou Tidjan Diallo du Conseil danois pour les réfugiés. Moi, en fait, c'est une initiative que je veux partager ici qui a été lancée tout récemment. L'année passée, une initiative de FCDO que vous connaissez, d'un bailleur qui a décidé cette fois-ci de créer un fonds d'urgence et que ce fonds doit être mis bien sûr en œuvre par les ONG internationales, mais les ONG locales sont associées et que dans la convention c'est clair, 25% du budget doit aller directement aux ONG locales et que le montant qui va aller au niveau de ces ONG locales, ce n'est pas un budget d'activité clairement défini, mais c'est pour des réponses d'urgence. Si par exemple... Je peux vous couper en fait, parce que justement, la prochaine session, on va parler que des ressources et des financements. Donc, je crois que ça va être très pertinent. Je vais vous donner la parole en première pendant les discussions de la prochaine session. Parce que, ouais, juste pour ne pas confondre nos chers panélistes. Juste avant de vous redonner la parole, je veux juste vous remercier pour tous ces challenges et ces questionnements vraiment importants. Justement, aujourd'hui, si on ressort à la fin de la journée, bon, on n'a qu'une journée, donc, mais si on ressort avec des propositions concrètes, comme quoi on va proposer aux bailleurs de demander aux ONG nationales et locales leur avis sur quelles ONG internationales sont en train de faire de bons partenariats. Si on essaie de vraiment changer le système d'une façon ou une autre, ça serait génial. Donc, on veut vraiment essayer de pousser un peu. Et dans la session après le déjeuner, on va aussi faire un peu de blue sky thinking pour essayer de sortir de tous ces discours et puis aller de l'avant. Donc, un grand merci. Rosette, est-ce que tu voudrais être la première à
essayer de répondre à toutes ces... aux propositions, oui, que tu... Ouais. Ouais, peut-être pas toutes les questions ou toutes les interventions, mais quand même donner un avis parce que de façon générale, c'était pas des questions. C'était pas des questions directes. Il y avait déjà même des éléments de réponse. Il y a des actions qui se chevauchent et ainsi de suite. Mais moi, j'ai retenu qu'on est tous d'accord que la localisation, l'enjeu de la localisation, c'est un débat qui date depuis longtemps. On en a suffisamment parlé, on ne va pas réinventer la roue. On a des éléments de réponse. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le mot changement, il y a le mot améliorer l'approche qu'on a par rapport à l'intervention humanitaire. Et on se questionne et on prend conscience de que deviendra le bénéficiaire après. Donc, il y a quand même cette volonté de pouvoir intervenir jusqu'à la racine du problème pour qu'après le départ des acteurs humanitaires, qu'on ait un bénéficiaire résilient. Donc, je pense que c'est l'objectif réellement à atteindre. Et donc, s'il faille spécifier les mandats, parce que ce n'est pas assez clair, s'il faille intervenir au niveau de l'accès et pour pouvoir mettre en place des systèmes innovants, comme Gisèle le soulignait, je pense que justement c'est le moment venu de prendre des actions concrètes et au sortir d'ici ou bien lors de la discussion de dire voilà tel élément qu'on peut faire et que cela soit non seulement des décisions personnelles, des décisions qu'on peut porter auprès de nos organismes et aussi des décisions qu'on peut impacter, qu'on peut faire évoluer autour de notre environnement. Donc moi je dirais plus c'est une question de leadership qui va se poser actuellement pour qu'on puisse atteindre cette localisation que nous tous on rêve d'une façon ou d'une autre. Nos idées, nos idéaux se rejoignent complètement, on peut le voir de 1001 façons, mais l'objectif global, c'est d'atteindre une résilience du bénéficiaire. Donc, le moment est venu pour que la prochaine conférence ne soit pas une énième conférence de plus, mais qu'elle puisse être un bilan pour dire, on avait fait telle chose, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis inviter même la communauté pour qu'elle puisse dire, OK, donc vous avez fait tel truc avant nous et nous, on ressent ce changement-là. Donc, on vous remercie par rapport à ce changement parce que c'est quelque chose que nous tous, nous voulons. Donc, mettons-nous à l'action, essayons de rêver tout à l'heure au niveau des séances de discussion et qu'on puisse définir quelque chose d'assez clair et qu'on puisse porter ce message-là auprès de notre environnement, auprès de nos organisations et puis dans toutes nos activités. Donc, c'est une question aussi c'est une question de leadership maintenant qui va se poser. Donc, merci. Merci beaucoup. Oui, Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais essayer de répondre peut-être à toutes les questions. Je ne sais pas, c'est un peu ambitieux. En fait, par rapport à ce rapport de force, je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont soulevé entre ONG internationales et ONG nationales. Mais c'est clair, je pense qu'il y en a évoqué le sujet. C'est une relation de la main qui donne. Je pense que tant que les ONG nationales continueront à recevoir que des miettes via les ONG internationales, ça restera comme ça. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Par exemple, je ne sais pas pourquoi les ONG nationales ne se mettront pas en réseau au niveau national, voire multi-pays. Parce que les ONG nationales, quand tu parles au Mali, il y a le FONGIM, je sais, elles défendent leurs intérêts. Pourquoi les ONG ne feront pas pareil? Je vois un peu l'exemple, par exemple, elles pourront faire le plaidoyer, par exemple, face au gouvernement. Quand vous partez un peu au Soudan, en Éthiopie, le nombre d'expatriés il est limité. Il y a des pays qui obligent à collaborer avec des ONG nationales. On est en train de mettre les pays en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest et du Centre ne feront pas ça en disant, vous limitez, il y a des exceptions locales. Oui, il y aura des exceptions là où des pays où on ne trouvera pas les RH comme peut-être la RCA ou le Sud-Soudan. Mais tant qu'il y aura, je pense que les ONG nationales peuvent faire le plaidoyer pour demander aux États de limiter un peu ça, et aussi au niveau bas. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, par rapport à Diane, est-ce que les gouvernements vont accepter qu'on négocie? En fait, tu poses la problématique du respect des principes humanitaires. Je pense que Diop l'avait évoqué.
Les États vont toujours respecter, on est en guerre, et mettre certaines restrictions face aux droits humanitaires internationaux ou aux principes humanitaires, parce que ça veut dire que c'est l'impartialité, c'est la neutralité, c'est l'indépendance. Maintenant, ce mot indépendance-là, est-ce que les pays sont prêts à ce que tu as appelé Boko Haram? Je sais qu'il y a des pays qui ferment un peu les yeux, qui tolèrent. D'autres vont chercher le bouc émissaire en disant l'ONG nationale, si tu appelles un groupe armé, tu es complice. Je pense qu'on le vit au jour le jour. Maintenant, c'est au Sahel dans la salle, c'est continuer, je pense, à défendre cela, les principes humanitaires. Mais pas qu'il fasse à l'État, parce que de l'autre côté, c'est est-ce que si l'État t'impose une escorte armée, comment le groupe armé vont te considérer? Donc c'est de deux côtés qu'on cherche un peu ces ressources des principes humanitaires, mais c'est continuer à dialoguer. Ce n'est pas évident, vraiment, ça dépend d'un pays à l'autre. Mais c'est défendre vraiment, je pense qu'on ne va pas dire je ne négocie pas. Je pense que si on arrive à ce point-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace humanitaire, on arrête de travailler. Je pense que ça pourrait être ça la ligne rouge. Si on n'arrive pas à négocier l'accès, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Moi, c'est un peu comme ça que je le verrais. Maintenant, par rapport à ces guerres de positionnement, malheureusement, je pense que ce n'est pas demain qu'on arrivera parce que les ONG sont en train de se professionnaliser. Regardez un peu d'où on vient à Lima. Aujourd'hui, on a quoi? 2000 staff à payer, un siège à payer, tout ça là. Tu te dis, je dois mobiliser. À un certain moment, tu te dis, pour maintenir mon niveau de fonctionnement, il me faut tel budget. Donc finalement, on devient comme des entreprises et il faut mobiliser des fonds. Et malheureusement, les bailleurs aussi encouragent cela, c'est de la compétitivité. C'est qui fera la meilleure propale, qui aura le meilleur coût par bénéficiaire, celui qui sera financé. Maintenant, dans ça, là, est-ce que la coordination va arriver à résoudre ça? Je ne pense pas que même si on dit OCHA va coordonner ou bien le FONGIM, la coordination des ONG, je pense qu'il y aura toujours cette compétition parce que les gens veulent, il faut les financements. C'est un peu les nerfs de la guerre pour tout le monde. Et ça, peut-être, ça remet même en question, est-ce que les ONG internationales sont prêts à lâcher, à diminuer un peu de volume pour laisser émerger les ONG nationales? Il y a tout ça aussi, quoi. Donc, et ça m'amène à ce qu'on discutait ce matin par rapport au... C'est quoi la ligne rouge, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, si une ONG nationale, tu lui dis, va à Ménaka faire des... Comment on appelle ça, des activités communautaires, tu as 1 million d'euros, est-ce qu'ils seront prêts à dire je ne peux pas, il n'y a pas d'espace humanitaire? Donc il y a tout ça à travailler. Peut-être moi je peux dire non, on n'y va pas. Mais je ne sais pas, une ONG nationale qui cherche des sous, est-ce qu'ils seront capables de dire non, ça limite par rapport à la sécu, versus, comment on appelle ça, au vu des financements. Maintenant, est-ce qu'il faut agir? Yann, moi je suis complètement d'accord. Ça fait longtemps, déjà 10 ans qu'on travaille sur ça, je pense, chez Alima. Il faut agir. C'est pour ça que je donnais un peu la solution. Mais c'est déjà, c'est quoi? Pourquoi il y a ce discours? Pourquoi on n'agit pas? Il y a cette méfiance des ONG internationales qui disent ah, ils vont prendre les sous, on va disparaître. Donc, on s'est dit ce matin que tout le monde a sa place, tout le monde a son espace, on peut faire des choses communes. Mais cette méfiance des bailleurs pourrait être contournée. Nous, je pense chez Alima, on serait prêt à, comment on appelle ça? À prendre, comment on appelle ça? À couvrir des ONG nationales, y compris au niveau risque financier, quoi. Tu vois un peu le portage, parce que nous-mêmes, on a été portés à notre naissance par MSL Suisse. On est prêt à porter, je pense que ça pourrait être ça la solution, si la méfiance des payeurs, il y a un risque financier qui est là. Maintenant, l'autre chose, on voit les choses venir. Je pense que ça fait longtemps, depuis 2 ans qu'on voit, on sait que ça va venir au niveau des pays côtiers. C'est la même chose au centre de Mali. En 2014, on sentait que ça allait venir, mais dès que tu fais une propale, non, on voit, mais on n'a pas de financement pour cette zone-là. Malheureusement, il faut les financements pour pouvoir agir dans des zones. Parce que la logique de l'alimentaire aujourd'hui, c'est qu'on agit plus en pompier. Moi, j'ai été très content d'entendre les gens comment on appelle ça, du développement dire on peut prévenir, mais les humanitaires, on agit, on vient éteindre le feu, quoi. Je pense que c'est un peu malheureux ça. Mais je sais qu'il y a des ONG qui ont des fonds propres qui pouvaient se permettre d'aller faire ça là. Parce que clairement, aujourd'hui, il y a des grosses... Quand vous prenez le nord du Togo et du Bénin, il y a des gros hôpitaux confessionnels qui sont là, qui fonctionnent 100%. On sait que si le djihadisme arrive dans cette zone-là, c'est le premier à être frappé. C'est carrément confessionnel et c'est des hôpitaux de haut niveau, quoi. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on prévient tout cela? Tout le monde sait qu'il veut faire quelque chose, mais tout le monde regarde parce qu'en même temps, personne n'est prêt à débourser un peu pour que ça aille.
Maintenant, la dernière question, c'est avec Kyogo, en fait, on fonctionne comme un consortium. Les membres de Kyogo, il y a deux ONG et SOS Médecins aussi, ils sont membres du conseil d'administration de Alima. On construit le projet ensemble, l'organigramme est le commun. Le chef de mission adjoint, il est de l'ONG partenaire. Parfois même, tu vas trouver que c'est le chef de mission. Donc, c'est vraiment en parfaite symbiose. On fait le projet. Aujourd'hui, quand on part rencontrer le bailleur, peut-être c'est même l'ONG nationale qui part. Donc, tu ne sauras pas qui est de l'ONG nationale. On dit projet commun, on ne parle pas en Alima ou Kyogo. C'est ça sur l'ensemble des pays sur lesquels on est. Voilà. Je te laisse compléter. Merci beaucoup. J'allais peut-être donner à Yves, si vous me permettez. Merci beaucoup. Oui. Revenir, bon, il y a plein de points qui ont été discutés, qui seront discutés sur la session financement, donc je vais pas revenir là-dessus. Revenir sur deux points. Le premier point, c'est la préoccupation de mon très cher ami Yann en lien avec la réelle mobilisation. Depuis des années, on parle, mais je pense qu'il y a de l'espoir, parce que les choses ont quand même un peu bougé. Avant, l'expertise n'était qu'au niveau des organisations internationales. C'était difficile, lorsqu'on parle d'humanitaire, de trouver une expertise dans une organisation nationale. C'était quasiment impossible. Aujourd'hui, grâce à l'excellent travail que fait Bioforce, que fait le CHL, on a de plus en plus d'acteurs des ONG nationales qui ont accès à ces financements-là, qui ont accès à ces formations, souvent financées même par les ONG partenaires, comme les ONG internationales. Donc je pense qu'il y a quand même un mouvement qui se fait. Et l'avantage, lorsque vous avez une équipe compétente, une équipe formée, vous pouvez dire au bailleur, moi je ne vais pas là. Vous pouvez le dire, moi, ce n'est pas pour se jeter des fleurs, mais aujourd'hui, quelqu'un qui conçoit son projet du début à la fin, qui ne m'a pas associé, qui vient me dire, oui, viens, on va aller mettre en œuvre le projet. Je lui demande, mais avec qui? Non, pas avec moi. Tu as conçu ton projet sans moi, je ne peux pas le mettre en œuvre avec toi. Oui, voilà. Oui, mais ça arrive. Il y a de plus en plus d'acteurs nationaux qui commencent à avoir cette possibilité-là de dire non, voilà, d'exiger justement qu'ils soient associés. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, c'était non, tu n'as pas de subfinancement, tu ne peux pas payer les salaires à la fin du mois, il y a un partenaire. Oui, moi je veux faire de l'élevage de mouches. Ah oui, moi j'aime l'élevage de mouches. Je signe, juste pour garantir les salaires. Moi je veux faire ça, oui, je suis intéressé. Donc finalement, l'ONG même n'a plus de fil conducteur. Parce que dès qu'il y a quelque chose, vous faites tout. Donc, je pense qu'on est en train de changer. Les ONG sont en train de mieux se spécialiser. Ils vont dans des cadres stratégiques, ils font des plans stratégiques. Ils évitent de signer n'importe où, n'importe comment. Ils savent dire oui, ils savent dire non. Je pense que c'est en train de venir. Et cela, c'est grâce aux compétences que les acteurs ont. Parce que pour répondre à un appel à proposition, comme on l'a dit, si tu n'as pas l'équipe tu ne pourras pas décrocher. Et ces formations, justement, ces centres de formation sont vraiment une des solutions. Et on vous encourage vraiment à ouvrir plus vos portes aussi à ces acteurs nationaux. Parce que la vérité aussi est là. On n'a pas le même niveau d'acceptation que les ONG internationales. Une candidature d'une ONG nationale, une candidature d'une ONG internationale, il n'y a pas match. Oui. Oui, Bioforce, oui. Je dis oui et je sais de quoi je parle. CHL aussi. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Vous êtes prioritaire. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est presque l'heure de déjeuner. Donc, Mamadou, tu as 1 minute. Ça va être difficile, 1 minute. Je m'excuse. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a nécessité de débattre, de continuer à réfléchir, à se donner le courage aussi, parce que c'est l'occasion de nous engager. Parce que c'est une question de leadership. Tout le monde l'a dit. Si on donne le leadership, si en partant d'ici, on a une idée claire de ce que nous voulons faire à notre petite échelle, on va faire bouger les choses au niveau de nos organisations, au niveau de notre bureau, où nous serons en tout cas pour nous amener à réfléchir clairement ou à poser des actes clairement sur la localisation. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc, le débat est nécessaire de toutes les façons. Pour répondre clairement aussi au questionnement en termes de qu'est-ce qu'on fait concrètement.
lorsque on a des problèmes d'accès sur certaines zones, parce que certains l'ont souligné. Mais il y a des initiatives. Je vais parler de l'ICCM, par exemple, tout ce qui est prise en charge au niveau communautaire. C'est la communauté qui elle-même prend en charge. C'est-à-dire que l'organisation vient renforcer cette communauté, identifie l'agent de santé ou les agents de santé qui vont pouvoir intervenir sur les pathologies simples. Ainsi, on va déjà désengorger la pression au niveau des structures de santé et permettre de renforcer la couverture sur ces zones-là qui sont vraiment éloignées. Ça, c'est un exemple. Je peux donner l'exemple aussi, je pense que Dr Yaya, tu as été l'un des participants ou artisans de ce qu'on a fait, par exemple, avec les oulémas, sur les guides de sensibilisation communautaire. Vous voyez les boîtes à images qu'on a l'habitude d'avoir en termes de en sensibilisation communautaire au niveau de la malnutrition. On allait les voir et les communautés nous disaient, ouais, ils connaissaient par cœur ce qu'on leur disait, parce que ça faisait 10 ans qu'on leur répétait la même chose. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, mais quel est le levier à mettre en place pour leur faire réaliser qu'il faut qu'ils l'appliquent? C'est valable pour nous. Eh bien, on s'est dit, bon, qui ils vont voir? Où est-ce qu'ils se retrouvent? On a vu qu'ils allaient tout le temps dans les mosquées. Dans ce cas-là, on est allé voir les imams. On a rendu le pouvoir aux imams, on leur a dit, vous êtes les acteurs. Et ils ont développé des guides religieux qu'ils mettaient au niveau des mosquées et sur lesquels ils se basaient pour faire leur prêche. Donc ça, c'est intéressant. C'est des choses qui sont là, qui sont développées par les organisations avec les communautés. Et ça, c'est important. C'est que c'est les communautés elles-mêmes qui réfléchissent avec nous et qui nous disent comment faire, comment ils voudraient qu'on le mette en application et comment on peut arriver à changer les choses au niveau de la mise en œuvre. Et pour terminer, les escortes armées, par exemple, on n'en a pas parlé. Mais c'est une contrainte quand on veut conserver notre neutralité, quand on veut conserver notre indépendance, etc. Mais parfois, on est contraint dans certaines zones. On nous dit il faut forcément avoir l'escorte. Mais je donne un exemple. C'était vraiment tout simple. On a dit oui. On nous a mis la pression pendant 2 mois. Vous allez prendre l'escorte. Vous allez prendre l'escorte à partir de lundi. C'est l'escorte. On leur a dit oui, on va prendre l'escorte. Il n'y a pas de problème. On leur a dit lundi, c'est à quelle heure? Ils nous ont dit c'est à 8 heures. On a dit d'accord. On est arrivé à 9 heures. Ils étaient déjà partis. On a dit donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut que les bénéficiaires, là, il faut qu'on aille les voir. Hein. On a dit ben, dans ce cas, allez-y. Et ça a été une jurisprudence. Comme ça qu'on a négocié de pouvoir atteindre nos bénéficiaires sans pour autant utiliser ces escortes parce qu'on arrivait tout le temps en retard. Donc parfois, c'est des astuces, mais comme je le dis encore une fois, c'est de l'ingénierie. Il faut à un moment donné trouver des astuces pour atteindre les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. Juste un point. J'ai mon ami juste derrière qui avait posé la préoccupation justement en lien avec... souvent, on a déjà des compétences et quand on vient pour travailler avec un partenaire, il nous impose ses compétences. Et souvent aussi, on a des bénéficiaires et quelqu'un vient retirer les bénéficiaires. C'est juste pour... à ce niveau-là, il ne faut pas qu'on je ne sais pas si ce terme, mais se propriétiser les bénéficiaires. Le bénéficiaire n'est pas ma propriété. Non. L'objectif doit être vraiment... le bien-être, la dignité de ce bénéficiaire-là. Même si aujourd'hui, moi, je ne peux plus l'accompagner, tant qu'il a un accompagnement qui est bon, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de la bagarre pour ça. Et l'autre point important aussi, c'est on a nos capacités, on a ce que nous faisons, mais le problème de l'humanitaire, c'est que c'est un secteur là où il y a des normes et des standards. C'est une obligation. Lorsqu'on dit action humanitaire, c'est régi par des normes. Je prends un exemple simple. Vous avez 10 personnes que vous avez la nourriture pour 10 personnes, même si vous arrivez que tout le monde pleure, vous ne pouvez pas donner cette nourriture de 10 personnes à 100 personnes. En humanitaire, on va dire, vous n'avez pas fait de l'humanitaire. Mais nous, si on arrive et qu'on voit ça, on va dire, ah non, moi je ne peux pas laisser ça, moi je vais donner aux 100 personnes. Mais ça ne va pas répondre aux normes et standards de l'humanitaire. Donc c'est pour ça aussi que les structures de formation, tous ces cadres-là, sont là pour nous aider à professionnaliser nos connaissances de base. Merci, c'est juste ce compliment que je voulais faire. Merci beaucoup Yves et merci beaucoup à tous les panélistes et à tous les intervenants
d'entre vous, hein, parce que je crois qu'on a commencé à aborder quelques sujets super intéressants. J'espère que ces discussions continuent pendant la pause de déjeuner. Et je vous invite de vraiment commencer déjà à réfléchir sur quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait mener pour changer là où se trouve ce pouvoir décisionnel, là où se trouve cette puissance ce pouvoir décisionnel dans le secteur. Donc, sans plus tarder, quand est-ce qu'on va revenir, Michael? Alors, pour le déjeuner, on va aller jusqu'à 13h45. Le déjeuner se passe, comme je disais tout à l'heure ce matin, au restaurant. Alors, pour y accéder, il faut montrer le badge. Et juste pour un peu de admin, pour ceux qui n'ont pas été cochés, on va juste contrôler avec l'ordinateur tous les inscrits. Donc, on va juste vous demander votre nom. Et comme ça, on peut contrôler tout ce qui vient pour le déj. Et comme ça, pour le suivi après cette conférence, ça nous permet de mieux communiquer avec vous par la suite. Donc, pour toi, c'est terminé, c'est bon? Oui, parfait. Peut-être juste un petit coup de... comment on dit? Applaudissements. Applaudissements pour les... Voilà. Merci à tout le monde. On se retrouve ici à 2h moins le quart.